Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live orientation qui vous emmène une fois de plus à la découverte du monde de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, on va vous emmener, sans mauvais jeu de mots, vers l'infini et au-delà avec l'ISAE ENSMA, une grande école dédiée à l'aéronautique. Et on va parler de beaucoup de choses. On a beaucoup de questions à poser à notre invité, Monsieur Majdi Couder, qui sera avec nous dans un instant. Vous connaissez le déroulé de cette émission. Je vous le représente en deux spies pour présenter ISAE ENSMA de la manière la plus directe et brève qui soit. On enchaînera ensuite avec la bio. On rentrera dans le vif du sujet pour savoir ce qui se passe dans cette école et ce à quoi on y forme. Ensuite, on s'intéressera à vous. Est-ce que vous êtes fait pour y rentrer? Ça match, ce sera notre troisième catégorie. Et enfin, on terminera par comment ça se passe sur le campus, comment ça marche, la vie au quotidien pour les étudiants en dehors des cours, avec les associations et la vie étudiante au quotidien. Bref, on a plein de questions à poser pour une vingtaine de minutes. On va rejoindre notre invité tout de suite et on commence avec En deux spies. Et je rejoins donc notre invité, Monsieur Majdi Couder, qui est à mes côtés. Bonjour, vous êtes directeur de l'ISAE ENSMA. On est ravis de vous recevoir. On a plein de questions à vous poser. On va essayer d'être le plus précis possible pour celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour et merci pour votre invitation. Est-ce que vous êtes prêts? La première étape, évidemment, on la connaît, c'est un exercice un petit peu particulier. Vous avez une minute pour nous présenter l'ISAE ENSMA de la manière la plus directe qui soit. Et je ne doute pas que vous allez y parvenir. Je vous laisse les commandes et c'est à vous. Pas de sortie de piste. Pour continuer à filer la métaphore, je vous laisse la parole. Je vais essayer. Donc l'ISAE ENSMA, une grande école d'ingénieurs, une école publique et qui délivre des diplômes d'ingénieurs au niveau Bac+5. On a différentes possibilités de formation, des formations par apprentissage et des formations classiques d'ingénieurs. Les ingénieurs qu'on sort de l'école sont typés recherche et développement ou méthode et industrialisation pour l'industrie. Et donc vous avez ça dans un domaine qui est assez diversifié, l'aéronautique, le spatial, les énergies, la souveraineté industrielle et plus largement tout ce qui est mobilité actuellement. Écoutez, ça a été parfait, clair, concis. On va maintenant entrer dans le vif du sujet et je vais vous accompagner avec notre deuxième rubrique et c'est la bio. Alors j'ai d'abord envie de m'arrêter sur un premier mot que vous avez mentionné dans Deux Spies, qui est une école publique. Parce que j'imagine que peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, ça signifie quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui fait la singularité de l'ISAE ENSMA dans le fait d'être une école publique par rapport à d'autres enseignements du même type qui peuvent être dispensés? Alors, une école publique est financée par l'État, hein, comme vous le savez, par nos impôts, merci de les payer. Et vous avez des frais d'inscription qui sont relativement modestes pour l'école, et donc ça c'est un premier élément qui est important. Et puis après vous avez des cadrages nationaux, vous avez un certain nombre d'organismes comme des laboratoires de recherche publics, on a des laboratoires de recherche qui sont en collaboration avec le CNRS, et donc ça sous-entend toute la structure publique qui vient en appui à cette école-là. Alors vous avez mentionné aussi effectivement les secteurs qu'on aurait pu attendre, effectivement, aéronautique, espace, mais vous avez mentionné aussi d'autres secteurs qui sont peut-être moins évidents quand on se penche sur ce type d'école. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces domaines auxquels vous formez à l'ISAE ENSMA pour qu'on puisse un petit peu mieux saisir ce qu'on y trouve? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que là, j'ai cité des secteurs globaux, mais après, nous, on reste une école très technique et scientifique. Ça veut dire, si je prends l'espace, par exemple, pour la fusée, on va s'intéresser à la question des matériaux qui vont être utilisés. On va s'intéresser aux questions de propulsion. On peut s'intéresser, si je bascule tout de suite sur, par exemple, le véhicule électrique, on va s'intéresser à la thermique des batteries et les notions de refroidissement. Et donc, on va s'intéresser globalement à toutes les questions énergétiques, de conception mécanique et d'aérodynamique, par exemple. Les éoliennes, c'est quelque chose aussi qu'on peut travailler. Et donc, pour résumer, pour l'école et voir ce qu'on y fait, vous prenez un objet, par exemple, vous pouvez prendre un avion, et bien on va beaucoup s'intéresser à la motorisation de l'avion, on va s'intéresser à l'aérodynamique, on va s'intéresser à la thermique, mais aussi on va s'intéresser à ce que l'avion devienne performant et devienne le plus possible un avion bas carbone. Et donc c'est toutes ces questions-là, à la fois une recherche de performance, mais aussi une recherche de développement durable et de responsabilité sociétale. Vous parliez de ces engins, vous avez mentionné la fusée, c'est le principe le plus évident qui nous vienne en mémoire, mais on parle beaucoup aussi de grands projets français et étrangers de conquête spatiale et de conquête de Mars. Ça veut dire que même par exemple les modules qui peuvent être amenés
à se poser sur la Lune ou sur Mars à l'avenir, c'est vous aussi qui allez participer à leur construction? Bien sûr, mais en général, c'est des consortiums. Donc nos laboratoires de recherche vont travailler en consortium avec d'autres. Et c'est pour ça que j'ai cité le CNRS, puisqu'il regroupe aussi un certain nombre de nos laboratoires. Et donc ça permet de contribuer à ces aventures. Et alors pour l'exemple, on a une expérimentation actuellement qui est faite à l'école, qui doit rejoindre la station spatiale prochainement. Voilà. Donc là, d'un seul coup, on touche évidemment à une dimension importante. D'ailleurs, est-ce que c'est celle-ci qui attire le plus les étudiants vers vous, cette forme d'inconnu qu'il y a vers le ciel et vers l'espace? Ou est-ce que pas forcément? Pas uniquement. On peut avoir plusieurs choses. Hein. Ça peut être tout ce qu'il y a entre la Terre et le ciel. Oui. C'est vrai qu'il y a un beau terrain. Voilà, et un peu au-delà du ciel pour retrouver l'espace. Mais on peut retrouver toutes ces approches-là avec une dimension aussi intérêt de la planète, mode de vie, comment optimiser pour pouvoir conserver des modes de vie qui nous permettent une mobilité à bas coût carbone. Donc à la fois cette notion de performance, mais aussi de responsabilité sociétale. Là, on a parlé évidemment des domaines, ils sont très vastes auxquels vous vous formez. Les formations qui sont dispensées à ISAE ENSMA, elles sont de quelle nature? Alors, c'est des formations scientifiques et techniques. Hein. Vous allez retrouver les matières que j'ai évoquées. Peut-être la forme de formation, c'est-à-dire on peut avoir des formations classiques, mais on privilégie aussi la formation par projet, par l'expérimentation. Et l'expérimentation a un rôle important chez nous. Et puis, on privilégie aussi le lien avec la dimension industrielle et la dimension internationale. Donc, il faut que nos étudiants soient sur ces thèmes-là. Et puis ça, c'est beaucoup pour la partie technique et puis ouverture au monde. Mais on s'intéresse beaucoup à la partie humaine. Et on s'intéresse de deux manières. D'abord, toutes les activités sportives font partie du programme d'enseignement. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Mais on a aussi une vie associative très dense qui est accompagnée par l'école et qu'on essaye de valoriser et de formaliser les compétences qui sont développées dans cette vie associative, au-delà de la partie plaisir, parce que c'est quand même fait pour ça. Mais c'est bien de prendre compte du fait que tous ces éléments sont imbriqués les uns dans les autres. Sont imbriqués, et puis c'est important, on ne peut pas faire de la science de haut niveau ou de la science responsable si on n'est pas humainement responsable et bien dans sa tête. Et donc ces deux dimensions sont importantes pour nous. Mais ce que vous dites est extrêmement intéressant parce que finalement on aurait pu se dire là il est en train de sauter dans mon conducteur et d'arriver directement à la fin, mais en fait pas du tout parce que souvent quand on discute avec des grandes écoles, la vie associative est une forme de soupape pour les étudiants pour vivre aussi leur vie autrement, alors que là on sent que c'est un complément de l'enseignement et donc c'est complètement lié à la formation que vous dispensez dans l'école. D'ailleurs si vous regardez, je vais prendre juste un exemple, par exemple le week-end d'intégration. Vous pouvez entendre parfois que les étudiants sont lâchés à eux-mêmes. Nous, c'est un week-end d'intégration où on est présent, où on alterne avec des anciens de l'école des séances de discussion entre expérience et nouveaux arrivés et des phases de convivialité et puis de divertissement. De fête, bien sûr. Évidemment. De fête fortement. Mais la fête peut être montée par les élèves de manière très agréable et très responsable. Comment décririez-vous votre pédagogie et est-ce que du fait que vous soyez un enseignement public, vous dispensiez un enseignement public, elle est forcément différente? Je crois que c'est la mission de service public, c'est-à-dire que là, les enseignements privés ont aussi leur qualité, hein, je ne veux pas me mettre en comparaison. C'est forcément différent. Mais c'est différent parce qu'il y a une formalisation dans le recrutement des enseignants, dans les critères retenus, dans toutes les phases de construction de l'école, les comptes qu'on doit rendre aussi à nos tutelles, donc tout ça contribue à un cadre qui est défini dans l'esprit du service public et pour une orientation précise, parce qu'il faut oublier aussi qu'on est un opérateur de l'État. Et donc dans les projections de l'État, par exemple, vous avez pu entendre parler de France 2030 avec les priorités de l'État sur différents niveaux, les priorités européennes. On a notre rôle à jouer puisque c'est nous qui formons les compétences de demain pour pouvoir accomplir les choses. Et donc on s'inscrit aussi dans cette démarche de la nation, de dire quelles sont les orientations, quels sont les besoins du pays, quels sont les besoins, par exemple, en aéronautique, pour que la France reste leader dans ce domaine-là. Et on accompagne avec la formation des ressources humaines dont auront besoin ces industries. Comment, pour terminer, avant de passer vraiment au profil type des étudiants, mais on a beaucoup entendu à la faveur des recherches qui étaient faites par des grands industriels américains comme Elon Musk, à un moment donné, beaucoup de gens se dire oui, mais c'est très bien de mettre de l'argent pour aller là-haut, mais occupons-nous de ce qui se passe en bas. Est-ce que, à l'heure où les jeunes sont en quête de sens de tout ce qu'ils font,
Comment on arrive à faire ce grand écart-là qui n'est pas forcément toujours évident? Non, c'est pas toujours évident, mais malgré tout, on est dans une phase avec un mode de vie dans notre société. On voit les questions qui se posent sur la planète. On pourrait se poser une question assez simple, c'est de dire, on voit ce qui va vers l'espace, les fusées, ces questions-là. Mais quelle serait notre vie aujourd'hui si on n'avait pas accès à l'espace, rien que pour la surveillance du climat, Évidemment. pour les réseaux télécoms, pour la surveillance des océans et tous les intérêts qui arrivent par l'espace. Alors c'est toujours un équilibre. Est-ce que la partie positive est bien au-delà de la partie négative de pollution, de ces choses-là? Je pense qu'aujourd'hui la réponse est oui. Et donc toute la question c'est comment pouvoir préserver nos modes de vie en baissant la partie que j'assimile à négative de pollution et autres. Et donc c'est toute cette question-là, et ça nous oblige à être exigeants par rapport à nos élèves, parce qu'il va falloir, et comme je leur dis souvent, je ne sais pas si je peux le dire, mais je suis d'un raisonnement un peu égoïste. Moi, j'ai besoin qu'ils travaillent beaucoup pour que moi, à ma retraite, je puisse bénéficier d'un mode de vie C'est agréable. le principe de notre société Voilà. et du modèle français, comme on dit, et que l'on vante autant que ça. Et bien justement, puisqu'on parlait d'enseignement et d'enseignement public, on va voir jusqu'à quel point peut-être ça influence sur la typologie des profils qui sont choisis pour aller dans cette grande école. On en vient tout de suite à sa match. Et encore une fois, le but n'est pas d'opposer l'enseignement privé et l'enseignement public, mais forcément que dans l'enseignement public, vous rappeliez le coût peu élevé de l'inscription pour rentrer à ISAE en SMA par rapport à un enseignement privé, qui est souvent, parfois même, un critère de sélection, malheureusement, dès le départ. On peut ou pas se payer la grande école que l'on a envie. Est-ce que, là, du coup, ça joue peut-être sur la façon dont vous allez sélectionner les profils de ce fait d'être un enseignement public? Non, on sélectionne sur concours. Et donc c'est un véritable ascenseur social, c'est-à-dire c'est de la méritocratie, voilà, concours et puis sélection. Donc la dimension financière ne rentre pas du tout en jeu, et heureusement. Donc voilà cette démarche. Mais je crois que beaucoup de structures publiques recrutent aussi sur la qualité, la dimension financière. Bien sûr qu'ils ont un autre modèle économique, mais je ne pense pas qu'ils mettent ça en priorité. Et il y a une vraie montée en puissance dans toutes les écoles privées aujourd'hui aussi, de cette volonté d'ouvrir un spectre d'élèves de plus en plus large pour que toute la société y soit représentée. Donc ça, c'est évidemment important de le dire, et le facteur financier n'est évidemment pas le seul critère. Mais comment on peut savoir, au-delà du fait que parfois c'est des domaines qui font rêver naturellement, comment on peut savoir si on a la fibre et si on a le juste Alors, positionnement pour rentrer chez vous à ISAE en SMA? Bon, d'abord, il y a le concours pour les formations classiques. Mais pour les formations par apprentissage, il y a en plus un entretien. Donc on peut discuter. Mais globalement, avec l'historique qu'on a, on se rend compte que, vu les thématiques traitées par l'école, c'est souvent les élèves viennent par passion, pas par position dans le concours. Bien sûr. Vous voyez ce que Oui, je vois très bien. Et donc ça, c'est important. Et souvent, on le voit d'ailleurs quand ils sont à l'école. Par exemple, l'année dernière, j'avais 2 élèves qui ont pris une année de césure pour fabriquer un avion, pour faire le tour d'Europe, parce qu'on a un réseau de partenaires européens dans le domaine où on est. Et donc, vous voyez que ce n'est pas simple de fabriquer un avion et puis d'aller faire le tour de l'Europe. Et donc, c'est toutes ces questions-là. Et on le voit quand les élèves arrivent, ils nous proposent souvent des projets où on voit leur passion ressortir. Là, j'ai une jeune étudiante, Hortense, qui prépare, alors ça n'a rien à voir avec l'aviation, mais la traversée de l'Atlantique. Donc voilà, c'est pas simple en solitaire. Et donc, vous voyez, toutes ces choses-là, on voit émerger nos élèves qui prennent en main leur passion et essayent de la réaliser. Et ce que j'apprécie beaucoup avec nos élèves, c'est que, bon, c'est le propre de la jeunesse, mais rien n'est impossible, on y va. Et ça, c'est important. Et vous parliez tout à l'heure du lien entre le sol et l'espace. Certainement que Hortense ou d'autres n'auraient peut-être pas pu traverser dans les mêmes conditions l'Atlantique il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, on a accès, évidemment, grâce au progrès de la météo, à pouvoir gérer la traversée de l'Atlantique, les tempêtes, la météo, etc. Donc, c'est des choses, des données qui partent là-haut, là, encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, c'est évidemment extrêmement important. Est-ce que quand on est peut-être au lycée et qu'on est intéressé par ces sujets-là, est-ce qu'il y a sinon des prérequis, en tout cas des directions à prendre pour favoriser le fait d'être quand même bien dans le concours quand on va le passer, quoi, au-delà des matières scientifiques, évidemment? Alors, je vais sortir du concours. Ce qui me paraît important quand on veut faire des études, c'est voir quel est le mode qui nous convient. Vous avez en France plusieurs types d'études. Vous avez ce qui est purement universitaire, vous avez des intermédiaires avec les systèmes IUT et BTS, vous avez des écoles d'ingénieurs.
Et tout ça fait appel à des recrutements et des modes d'apprentissage qui ne sont pas les mêmes. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de voie meilleure que d'autres. Il faut trouver la voie qui nous convient. Et ça, c'est souvent un travail, je dis, entre les parents et les élèves, parce que c'est eux qui se connaissent le mieux. Il faut qu'ils sachent. Moi, j'ai eu des étudiants qui peuvent être très brillants, qui sont rentrés, mais pas par la voie du concours classique, parce que ce n'était pas un mode adapté à leur mode d'apprentissage. Donc, vous voyez, il y a un travail à faire en amont pour voir quel est le mode qui nous convient. Après, quand vous arrivez en école d'ingénieur comme à l'ANSMA, vous allez trouver beaucoup de pratiques, ce qui va vous permettre de concrétiser les choses, et ça c'est important, on a une dimension expérimentale qui est forte. Et donc ça, les élèves s'y retrouvent en général, et puis ça, le déclic se fait. Et justement, on a Mathieu qui nous demande justement si on rate le concours, on n'a plus aucune chance de rentrer, on ne peut plus le faire. Alors, ça dépend de la formation qu'on a. Alors, j'ai envie de lui dire, si on rate le concours, alors la première chose, peut-être il y a des gens qui refont l'année du concours pour peut-être faire. Mais si on n'est pas dans cette phase-là, il faut réfléchir, est-ce que la voie par un bac plus 2 autre que la prépa concours est une chose? Est-ce que des fois on fait rentrer sur titre pour des gens qui ont des licences? Donc voilà, les places sont plus réduites, c'est vrai, mais c'est aussi des moyens de... Il y a d'autres possibilités. Voilà, il y a d'autres possibilités. Est-ce qu'il y a des passerelles entre vos formations, on nous demande aussi? Entre nos deux formations. Ouais. Est-ce qu'il y a des passerelles qui sont possibles ou pas? Non, c'est pas l'objectif. Alors quand ça se présente des fois à l'unité, au cas par cas, oui. Oui, on fait toujours du sur-mesure, quoi. Il n'y a pas de souci. Par contre, on a aussi, ça aussi c'est peut-être intéressant, un certain nombre de partenariats avec d'autres écoles. Et donc les gens peuvent venir chez nous faire la première année, repartir faire une immersion dans une autre école, revenir chez nous. Et les nôtres, pareil, ils peuvent avoir de doubles diplômes aussi à la fin. Donc voilà, il y a plusieurs combinaisons qui peuvent être faites pour leur parcours. L'essentiel, c'est qu'ils s'approprient leur parcours. Et je dis toujours, bon, ils sont jeunes, mais les parents comprendront peut-être un peu mieux. Toute la nuance qu'on fait des études, c'est de passer du stade de locataire à propriétaire. Quand on est locataire, on ne fait pas tous les travaux chez soi. Quand on est propriétaire, on prend tout à bras-le-corps et on y va. Et ce déclic-là est vraiment important dans le parcours des jeunes. Comment enfin va se passer? On a commencé à en parler avec ces échanges avec les écoles. Est-ce qu'il y a des échanges à l'international aussi? On devine que dans un secteur comme celui-ci, oui. Comment ça se passe sur les campus? Bref, on a tout un lot de dernières questions à poser à notre invité et ça se termine avec comment ça marche. En vous écoutant parler depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous prêtez beaucoup d'attention aussi à l'écoute des étudiants qui sont sur le campus. Vous semblez y mettre beaucoup d'importance, en tout cas c'est ce que je ressens en vous écoutant. Est-ce que c'est vrai d'abord et est-ce que ça se ressent même dans les promotions qui ne seraient pas forcément à très grande taille, comme on le voit de plus en plus aujourd'hui dans beaucoup d'écoles, revenir à des tailles humaines? Comment ça se passe? Nous on est à des tailles humaines et puis on a eu, j'ai envie presque de dire, un inconvénient qui s'est révélé être un atout. L'inconvénient c'est que l'école a été transplantée sur le site du Futuroscope en 1995, qui n'est pas un site fourni en café, enfin tout ce qui est lieu de convivialité. Donc à Poitiers. Dire, à 10 km de Poitiers, mais le site du Futuroscope est très bien aussi. Et ça a permis aux élèves de recréer à l'intérieur de l'école, avec l'accord de l'école, puisqu'on leur permet l'accès assez tard le soir dans des endroits réservés pour eux. Et donc ils ont recréé, on va dire, leur oasis au milieu de cet environnement qui n'était pas a priori favorable au départ. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça a créé une cohésion qui est très forte. Et juste pour vous dire, on a une école avec des promotions de 200 élèves, ce qui n'est pas énorme. On a une soixantaine d'associations. C'est énorme. C'est beaucoup. Hein. Et donc, 200 élèves, 60 associations, je ne sais pas, c'est presque... ils sont dans plusieurs. Ils sont 3 par association. Enfin, non, c'est qu'ils sont dans plusieurs. Voilà. Et c'est ça, c'est important. Et l'autre élément, je vous dis, c'est l'activité sportive. On a des gymnases, tout ça, qui sont occupés pratiquement tout le temps parce que les gens on permet cet accès-là. Et donc, ils sont chez eux et ils s'approprient. Et quelque chose qui se traduit aussi dans cet élément-là, c'est on fait une remise de diplôme qui est un peu particulière avec des élèves qui travaillent il y a 2 heures de spectacle fait par les élèves avant la remise de diplôme, avec les enseignants. Donc voilà, il y a une imbrication et une harmonie qui marche bien. Pour comprendre un peu, tout à l'heure, vous parliez justement de cette vie associative un peu imbriquée dans la formation. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples d'associations qui existent pour qu'on voit bien un peu comment ça se passe? Souvent, on nous parle d'associations qui sont vraiment passionnantes pour les étudiants autour de l'œnologie et des sujets comme ça.
Vous, comment ça se manifeste, ces associations liées, imbriquées avec l'enseignement? Alors, il y a plusieurs choses. Bizarrement, vous avez parlé d'œnologie, on a une association Voilà. d'œnologie, mais on a aussi une association pour tout ce qui est développement durable, c'est les élèves, pour tout ce qui est lutte contre les discriminations, toutes ces questions-là, c'est aussi, on les accompagne, on les forme, donc ça c'est aussi c'est important. On a des associations sportives qui font, on a des associations de danse, de chant. Vous avez, on a une chorale qui est très demandée au niveau local. Donc voilà, vous voyez la panoplie qu'on peut avoir. Ça va de la musique, le sport, des intérêts personnels, au sens on peut les échecs, les jeux de société. Et j'ai envie de dire, tous les ans, ce spectre d'associations bouge en fonction des arrivées qu'on a. Et ça se développe. Et je crois que l'important, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est nous, notre rôle, c'est de promouvoir les personnalités de nos jeunes. Donc il y a à la fois la notion d'écoute et à la fois leur permettre des espaces de créativité. Alors il y a quelque chose qui... Voilà, le dernier où les élèves m'ont invité, c'était une manifestation de type Top Chef qu'ils ont faite, donc c'est pas raisonnable. Ouais. Mais voilà, donc vous voyez... On a raison. Voilà, je crois que c'est important de leur créativité. Nous, on est là pour faire en sorte qu'on accompagne, on cadre si besoin, parce que le tout, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions. Une question avant de terminer me revient en tête par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure sur le profil des étudiants. On sait que les écoles d'ingénieurs sont soumises aujourd'hui à une vraie question, c'est de faire venir de plus en plus de jeunes femmes qui ne sont pas encore suffisamment représentées dans le milieu ingénieur, elles sont encore en minorité. Est-ce que c'est plus facile dans un enseignement public ou est-ce que vous avez les mêmes problématiques que dans l'enseignement privé pour les faire venir? Je ne sais pas quelle est la problématique dans l'enseignement privé. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on recrute sur concours. Un concours n'est pas genré, donc la question n'intervient pas. Malgré tout, on est content cette année parce qu'on a 25% de femmes dans la promo. Donc c'est déjà pas mal. Mais par contre, on fait tout un travail d'information dans les lycées, d'exemples, d'accueil dans l'école, parce que c'est un travail de longue haleine. Et l'idée, c'est comment donner envie, comment dire aux gens et aux parents que c'est possible. Et ça, c'est important. Et ça passe par nos élèves qui vont dans les écoles, par les manifestations faites de la science, par accueillir des stages de seconde, de troisième au sein de l'école. Il y a un tas de petits dispositifs, les cordées de la réussite. Vous voyez, on essaye d'être présent au maximum parce que c'est important d'accompagner qu'à un moment le déclic se fasse. Et on a la chance d'avoir des thématiques où le déclic peut arriver parce qu'il y a cette notion de passion, de rêve qui est importante. Dernière question, et l'international dans tout ça? Parce que quand on rentre dans un enseignement quel qu'il soit, on a envie aussi d'aller se confronter à d'autres pays, à d'autres cultures. Et c'est vrai que dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace et de tous les domaines que vous enseignez à l'ENSMA, l'international se pose aussi évidemment de la même manière, voire même de manière exponentielle. Est-ce que c'est un des enjeux importants pour les étudiants? Alors, première étape, c'est qu'il y a un stage obligatoire à l'international. Donc ça, c'est un passage obligé, donc première étape. Mais on peut avoir aussi des échanges avec des établissements au niveau international. Il y a des étudiants qui souhaitent parfois faire une année de césure pour aussi aller à l'international. Donc il y a tous ces éléments-là, avec peut-être une particularité pour l'école, c'est qu'on touche à des secteurs où il peut y avoir des notions de confidentialité, de concurrence. Donc on ne va pas dans tous les pays de la même manière. Voilà. Il y a des pays qui sont plus ciblés, ils ont plus envie d'aller? Non, il faut avoir les possibilités, parce qu'il y a aussi des pays qui préservent une certaine confidentialité. Donc voilà, c'est des domaines qui sont... Ça veut dire que c'est plus dur aujourd'hui peut-être que ça ne l'était il y a... Oui. Ouais. C'est devenu des enjeux politiques. Mais dans tous les sens. Oui, bien sûr, voilà. Dans tous les sens. Mais on le voit effectivement à la faveur de l'actualité internationale. Si vous aviez une dernière phrase pour convaincre des gens de vous rejoindre, en plus de toutes les infos qu'on a données depuis tout à l'heure, et je pense que vous avez été très riche et très didactique pour convaincre les gens, mais une dernière phrase pour les convaincre. Pour les convaincre, à l'ENSMA, vous aurez la formation technique et scientifique de très haut niveau, mais en plus, vous aurez l'accompagnement pour pouvoir vous déployer. Et des fois, je me permets de dire, pour faire la rencontre avec vous-même, parce que c'est important à un moment ou à un autre de la faire. On a bien compris, et ça, on sait que ce sera le leitmotiv. Vous l'avez répété plusieurs fois. Trouver sa place, c'est important dans la formation, dans le cursus, dans la façon d'enseigner, dans s'écouter et trouver sa place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas évidemment
à en profiter, à aller rencontrer les étudiants, les alumni, à aller voir sur les campus quand il y a des journées portes ouvertes aussi pour découvrir l'environnement. Vous allez au Futuroscope, hop, vous allez voir Lancema qui est pas loin, à 10 minutes de là, et puis d'aller dans les salons aussi. Il y a le salon du Bourget, il y a plein d'endroits dans lesquels on peut aussi aller se confronter à cet univers-là si vous êtes passionné. Merci à tous de nous avoir suivis, merci aux équipes techniques et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live orientation. Merci monsieur Couder. Merci à vous.